faire une conférence de presse dans un premier temps, donc dans le cadre de journées nationales d'action, d'une part contre le chômage et en même temps, d'autre part, contre le racisme. Donc, au départ, on avait prévu de faire cette action. Mais, entre-temps, et donc depuis lundi dernier, le théâtre est occupé donc par des intermittents de différentes sections, musiciens et autres, accessoiristes, enfin bon, les intermittents du spectacle, qui souffrent actuellement, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, dans cette situation de pandémie. Donc, on s'était dit quand même que c'était intéressant de voir si on pouvait lier ces rassemblements et en voyant le communiqué fait par les occupants du Carré Magique, on s'est dit, on allait exactement dans les mêmes revendications. Donc, on est venu leur demander si on pouvait, si ça ne les gênait pas, faire évidemment ce rassemblement devant le lieu qu'ils occupent. Donc voilà la raison pour laquelle on est là. Donc en fait, ce n'est pas un appel de AC et du CSSP simplement, c'est évidemment aussi un appel des intermittents qui occupent, en lutte. Et évidemment aussi de toutes les organisations qui, derrière, se sont jointes à moi. Je n'oserais pas trop, mais on voit déjà des drapeaux, hein, on peut déjà en deviner. Et je donnerai à la fin, si vous voulez, des noms, si ça intéresse de savoir qui appelle aujourd'hui. Il y a de très nombreuses organisations. Alors voilà, je voulais présenter le contexte. Et évidemment, priorité à ceux qui luttent. Et donc là, maintenant, je voudrais passer la parole, évidemment, à des responsables, enfin des occupants. Alors je ne sais pas s'ils s'appellent responsables, des gens, en tous les cas, qui veulent s'exprimer au niveau de... Voilà. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc je ne vais pas parler au nom de tout le monde ici puisque nous occupons le Carré Magique depuis lundi. Il faut savoir que sur la Bretagne actuellement il y a de nombreuses occupations à l'Opéra de Rennes, à Quimper depuis hier, le théâtre de Cornouailles, on a le Quartz à Brest, on a aussi le Carré Magique ici. Et sur Saint-Brieuc, on a aussi la passerelle. Donc différents syndicats et collectifs sont en action. Donc moi je représente le syndicat des artistes de Bretagne, musiciens, le syndicat français des artistes aussi, et le SAMTAC aujourd'hui, donc c'est la Confédération du spectacle. Voilà pour la situation de qui je suis. Et par contre ici, vous aurez tout à l'heure à prendre la parole, le collectif de l'occupation du Carré Magique. Donc je vais vous donner notre plateforme de revendication sur, on a en particulier défini à l'Odéon, on a commencé à l'Odéon. Donc on demande, nous, un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage. C'est pour ça qu'on rejoint dans la lutte les camarades d'agir ensemble contre le chômage, et la journée d'aujourd'hui est vraiment importante pour ça. On demande aussi un calendrier réaliste pour la réouverture des lieux culturels. C'en est un ici. Une prolongation de l'année blanche. Il faut savoir que les artistes bénéficient d'une prolongation de quelque chose qu'on a obtenu l'année dernière. Alors c'est pas une subvention, c'est pas une aide. C'est pas une aide de l'État. C'est tout simplement l'utilisation de nos cotisations. Et d'ailleurs, les caisses se vident depuis. Donc, ce qu'on demande, c'est une prolongation de l'année blanche pour les intermittents des annexes 8 et 10, son élargissement à tous les travailleurs et précaires. Alors, il y en a peut-être ici, travailleurs et précaires, on est dans une région où le travail saisonnier est important, donc on demande cet élargissement à tout le monde. Je vais retirer mon masque parce que c'est pas facile à lire autrement. Alors, qui subit les effets à la fois d'une crise des politiques patronales, parce que les politiques patronales sont toujours en route. On a ici qui a rejoint dans la lutte et on soutient aussi la démarche des salariés de Lidl qui sont en lutte. On a ici un représentant qui a été licencié et qui était délégué syndical de Nokia. Donc ça c'est important de savoir que ce qu'on fait ici c'est pour tout le monde, quoi.
Et c'est pour ça que tout le monde doit nous rejoindre. Alors, je continue. Alors autrement, la crise sanitaire, effectivement, amène des situations complexes. C'est pour ça qu'il y a des aides qui ont été fléchées en direction, en fait, des grosses entreprises. On n'en voit pas trop la couleur au niveau, pour ce qui concerne le spectacle, des salariés individuels du spectacle. Ici, vous avez beaucoup d'occasionnels du spectacle qui n'ont que cette prolongation d'année blanche quand ils ont pu l'obtenir. Il y en a beaucoup qui sont en dehors du système. Vient s'accumuler à ça cette réforme qui a été mise en place par un gouvernement qui continue de travailler pour nous écraser socialement, et en particulier la réforme du chômage qui va, dès le 1er juillet, impacter plus de 800 000 chômeurs et qui va faire baisser les indemnités des chômeurs dès le 1er juillet de 30 à 40%. Ça, c'est important de le savoir aussi. Donc on est tous concernés parce que finalement il y a aussi des personnes qui vont perdre leur emploi du fait de cette crise sanitaire et qui vont se retrouver les pieds tout de suite dans cette difficulté de bénéficier d'un système qui sera au rabais. Et donc on dit stop, ça suffit. Il faut savoir aussi que c'est lié, tout est lié, quoi. C'est-à-dire que bon, Philippe parlera plus particulièrement du RSA, etc. tout à l'heure, mais on a beaucoup de personnes qui quittent le dispositif d'indemnisation du chômage pour tomber dans les minima sociaux. Et on sait que les minima sociaux actuellement sont très contrôlés, sont tirés vers le bas et jamais à l'avantage de celui qui devrait en bénéficier. Alors de toute urgence, des mesures, on demande aussi des mesures de toute urgence pour garantir à tous les travailleurs et travailleuses qui sont actuellement en emploi discontinu, autrices, auteurs, le droit à un accès normal au congé maternité et congé de maladie indemnisé. Parce que, curieusement, dans nos métiers, on s'aperçoit que c'est très compliqué, lorsqu'on est dans ces situations-là, qui sont des situations normales de vie, de bénéficier des droits dont on devrait avoir tous le bénéfice. Et ça touche particulièrement les intermittents du spectacle, mais aussi les travailleurs précaires, les travailleurs saisonniers, etc. Donc on demande un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi, parce qu'actuellement, on a effectivement, vous êtes au Carré Magique ici, devant le Carré Magique, il y a des aides qui sont fléchées, alors on les voit descendre, là ça ruisselle, ça arrive à Rennes, et puis après ça ne va pas forcément à l'endroit qu'on souhaiterait. Donc nous on veut absolument que les travailleurs soient aidés directement. Donc on a des doléances, on a aussi des revendications très très fortes auprès du Conseil régional, auprès de notre ministre qui est une personne très attachée, qui nous aime, etc. Elle est venue à Dinan, elle a choisi une ville où il n'y avait pas d'occupation, comme ça elle était sûre de voir personne. Elle est venue parce qu'ils ont accordé 2 millions d'euros à la restauration des remparts. Après elle a été visiter un restaurant qui avait cramé, et puis elle est retournée à Rennes. Elle a reçu avec sa chef de sous-cabinet les intermittents du spectacle à Rennes. Bon, il faut savoir que Castex se moque du monde, pour ne pas dire autrement, je vais rester poli. La semaine dernière, il nous annonçait 20 millions d'euros. Vous voyez, 2 millions d'euros pour réparer les remparts de Dinan, c'est important. Mais à côté de ça, 20 millions d'euros pour toute la France, pour tous les travailleurs du spectacle. 20 millions d'euros, on a fait le calcul avec la Confédération du spectacle, c'est une semaine de boulot, quoi, pour tous les artistes. Donc arrêtons de se moquer de nous. Donc nous, on ne va pas arrêter comme ça le mouvement, quoi. Donc la seule chose qu'on demande, c'est qu'effectivement, on puisse réellement travailler. Mais bon, on ne va pas parler simplement du ministère de la Culture, ce serait facile parce que ça serait laissé... Il y a d'autres personnes qui financent. Il y a la région, donc il y a aussi le département, il y a les communes. Donc dans tout ce qu'on fait là aujourd'hui, on appelle les personnes qui sont pour des responsabilités, ce n'est pas les techniciens qu'on appelle, c'est ceux qui signent les budgets. Donc ce sont les élus. Et on s'aperçoit là que c'est un peu compliqué. Alors c'est pareil, on a un exemple extraordinaire. La région aide la culture, ça c'est vrai. Mais par contre, nous ce qu'on demande, c'est pas un plan de 2 millions d'euros à la région, c'est 20 millions d'euros. Mais
Ça, c'est facile d'accorder 20 millions d'euros pour des entreprises qui sont au CAC 40, qui font tourner les banques, etc. Mais par contre, quand ça fait tourner des travailleurs, pour nous, essayer de vivre, ça c'est plus compliqué. Il faut justifier pleinement de notre travail. Alors donc, nous on interpelle aussi tous les élus présents, il y en a peut-être ici, donc on sait que ceux qui sont ici sont sûrement proches de nos préoccupations, ceux qui ne sont pas proches de nos préoccupations sont pas venus ce matin, et donc là on veut vraiment qu'ils se bougent, quoi. Le département, l'année dernière, a accordé une aide extraordinaire. Et il faut dire que c'est pas mal, quand les Côtes-d'Armor, ils ont mis 100 000 euros pour aider les artistes. Donc, c'est pas pour se tourner les pouces, on a fait du spectacle. 100 000 euros, ça a permis de payer 300 personnes. Vous avez 300 cachets au guichet unique des intermittents. C'est pas mal, mais on en laisse pas mal derrière, là. Donc, on demande au département aujourd'hui de faire un plus grand effort. Et comme moi je suis un secrétaire régional, je demande à tous les départements effectivement de faire le même effort. Donc vous voyez, on n'est pas au bout du compte. Et puis ici, on est dans une communauté d'agglomération, tout le monde connaît bien, LTC, dans la commune de Lannion. Donc c'est pareil, on interpelle les élus d'LTC. Bon, ils ont du mal à venir, c'est loin, de venir de commande. Du côté du l'IUT à ici, c'est pas facile, mais bon, il faut que Monsieur Lejeune n'ait pas peur de venir nous voir, parce qu'on n'est pas méchant. On a simplement des choses à lui demander. Donc on les attend, et c'est vrai on est content de voir un certain nombre d'élus déjà être passés ici et nous apporter leur soutien, mais il faut que ça continue. Donc je continue, mais je ne vais pas prendre plus la parole que ça, je vais la passer après aux camarades. Donc nous, on est associés effectivement à tout le mouvement social qui existe aussi, puis le mouvement aussi contre le racisme, les lois liberticides qui sont en train de nous pourrir la vie, là, et qui veulent nous la pourrir encore plus. La loi contre le séparatisme. Alors le séparatisme, il commence à partir du moment où on ferme les centres sociaux, on ne peut plus travailler, dans les centres culturels, etc. Alors c'est sûr que là, il y a du séparatisme, puisqu'il n'y a pas de lien social. Donc nous, ce qu'on demande, c'est des moyens pour garantir nos droits sociaux, une retraite, une formation, une médecine du travail qui soit cohérente, des congés payés, parce qu'il paraît que ça existe, dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations, parce que c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte, c'est que nos cotisations sont en train de se casser la gueule, parce qu'on pompe dedans, Macron il rase gratis, mais par contre il pompe dans nos sous, quoi. Ça, il faut bien se le dire, c'est facile de payer pour les autres. Il peut même demander au patron de verser la prime Macron. C'est pas lui qui la verse. Alors, pour porter ces revendications, nous exigeons dans les plus brefs délais, nous, pour les artistes, une réunion dans le cadre du Conseil national des professionnels du spectacle avec le Premier ministre. Pour le Premier ministre, il faut qu'il prenne des cours, parce que j'ai eu le cabinet Castex il y a 15 jours. Ils font des confusions entre les auto-entrepreneurs et les salariés du spectacle. Nous sommes des salariés, donc on est subordonnés à un contrat de travail et on a quand même une chargée de mission qui confondait tout ça. Il nous annonçait une prime de 1 500 € tous les mois. Je l'ai remercié, mais c'était complètement à côté de la plaque parce qu'elle confondait, elle croyait qu'on était des auto-entrepreneurs, ce que rêvent que soient tous les chômeurs, le Pôle emploi par exemple, et le ministère du Travail. Voilà, donc j'en ai terminé, et puis tous ensemble dans la lutte, on a du boulot, et puis il faut tous se retrouver et puis faire sauter tout ça, quoi. Allez, je passe la parole à mes collègues. Bonjour à tout le monde. Alors moi je fais partie des occupants du Carré Magique, occupés. Je suis musicienne, je ne suis pas syndiquée, donc je vais représenter aussi les autres, mais on est déjà tous réunis pour les mêmes luttes. Donc nous avons donc, je ne vais pas redire tout ce que vient de dire Youn, c'est déjà bien clair tout ce qui a été dit. On est tous rassemblés pour la précarité, les intermittents, les artistes, les techniciens, les chômeurs en général. Nous avons eu la visite aussi des hôpitaux. Nous sommes en accord avec la CGT, AC Trégor et la SCCP.
C'est pour relier des luttes. Voilà, on est là pour relier des luttes. On veut remercier donc tous les participants qui sont passés nous déposer et nous aider avec des fonds, avec de la nourriture, vos bras, vos paroles. On est tous là réunis pour les mêmes luttes. Les donateurs, on est aussi là pour tout ce que vous nous ramenez. On va essayer de les redistribuer aussi à des associations. Ici, par exemple, Plan B. Voilà, il y a des assos ici qui aident beaucoup de gens et qui ont besoin aussi de vous. Si vous pouvez réunir des choses, nous les redistribuerons après. Voilà, moi je ne sais plus trop, parce que vous avez beaucoup parlé avant. Nous avons eu donc la visite d'élus. Pierre Yonick, maire de Plouguiel. On est en attente d'écrits. Voilà, il y a eu des paroles pendant toute cette semaine de ces élus qui sont passés. Donc Guirec, Aran, en attente d'écrits et de soutien. Tréfina, Caran, qui aussi est passé, mais nous attendrons des écrits. Pierre Morvan aussi, en attente d'écrits. Nous avons une motion de soutien qui devrait arriver de la mairie de Saint-Quay. Voilà, nous avons besoin de tous ces écrits pour pouvoir faire remonter ces valeurs au gouvernement et aux représentants. Voilà. Tous les jours, nous avons une AG à 10h pour refaire le point de tout ce qui se passe, toutes les actions que nous avons faites pendant cette première semaine. Donc nous vous montrons ce que nous savons faire, de la musique, de la culture. Tous les artistes sont les bienvenus. Voilà, pour montrer qu'ils n'ont plus d'endroit pour travailler. Les salles de répétition sont fermées, c'est pour ça que nous sommes au Carré Magique et dans les théâtres nationaux. Parce que, évidemment, moi je suis intermittente, mais je ne suis pas dans une grande structure, donc je n'ai pas d'endroit pour travailler, pour préparer mes prochains spectacles. Alors nous sommes là aussi pour occuper et montrer comment nous travaillons. Vous êtes les bienvenus pour assister à des répétitions de chorale. Il y a de la danse, il y a des artistes dans plein de nombre de secteurs. Voilà, je ne sais plus quoi dire. Je vais repasser la parole à Philippe pour qu'il vous fasse des points plus précis sur ce qui se passe. On a besoin de soutien, c'est surtout ça. Tout le monde a besoin de soutien dans tous les domaines. Et voilà, tous les précaires sont là. Et si vous en avez qui veulent venir prendre la parole aussi pendant toute la semaine prochaine, nous serons encore là. Et on n'est pas prêt de partir parce que nous n'avons toujours pas de réponse. Voilà, je vous remercie. Puis... Eh bien, merci à vous. Et on vous encourage évidemment à continuer à lutter en espérant que beaucoup de monde évidemment rejoigne. Alors, c'est intéressant quand même, et donc c'est pour ça aussi qu'on voulait faire... qu'on voulait s'exprimer aujourd'hui, c'est qu'on est en période où, soi-disant, on entend tous les jours à la radio et tout ça, bon, on parle évidemment de la pandémie, ça on est bien d'accord, mais cette pandémie a bon dos, quoi. Derrière, on s'aperçoit qu'on distribue des milliards, alors je crois qu'il n'y en avait pas, d'ailleurs, il n'y avait pas d'argent dans la caisse, maintenant on en trouve partout des milliards et tout, bon, pour sauver les entreprises, pour sauver tout ça, bon, évidemment on est d'accord, mais en même temps, et c'est là que c'est très grave, on veut faire des économies sur le dos des plus précaires. La réforme de l'assurance chômage, c'est quoi? Si ce n'est pas une attaque contre les gens. Je veux dire, là, on est vraiment, en tous les cas, on le voit, mais c'est clair. De toute façon, le but de la réunion au départ des partenaires sociaux, c'était comment faire des économies sur le dos des chômeurs. Avec 1 milliard par an qui était prévu. C'est-à-dire à une époque où on refuse de toucher, de faire payer, augmenter les impôts des plus riches. Par contre, là, on s'attaque véritablement en bas. Et dès le départ, en fait, on accuse les chômeurs. Les premiers décrets de 2019, quel était leur but? De montrer que les chômeurs étaient les fraudeurs. Ça, on ne peut pas l'accepter. Je veux dire, les fraudeurs, je suis désolé, mais actuellement, ils sont plutôt du côté de ceux qui font des exits fiscales. C'est pas du tout dans l'autre sens. Je veux dire, ça suffit maintenant. Et donc, on est dans une période où, soi-disant, on aide, il faut aider tout le monde et tout.
Par contre, on matraque les chômeurs. Et c'est à différents niveaux. Alors, je vais prendre juste quelques mesures. Je ne vais pas vous refaire toute la loi, évidemment. Ce serait trop simple. Mais maintenant, pour avoir droit à des indemnités de chômage, c'est plus 4 mois, avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois. Non, il faut avoir 6 mois maintenant sur les 24 derniers mois. Donc, on raccourcit, on rallonge une part, mais c'est toujours comme ça. Après, on trouve que les gens aussi qui sont permittents, comme on dit, c'est-à-dire qui travaillent de temps en temps, voilà, et tout, bon, on trouve que quand ils sont indemnisés, ils gagnent trop. Donc on va changer le système de calcul du salaire journalier de référence, de telle sorte, comme l'a dit tout à l'heure Youn, qu'ils vont baisser, leur niveau va baisser de 30 à 40%. Et selon l'UNEDIC, donc c'est même pas nous, selon l'UNEDIC, il y a 840 000 personnes en France qui vont donc, si cette réforme est appliquée, voir leurs revenus baisser. Est-ce acceptable ça? Je suis désolé, mais absolument pas. C'est-à-dire, voilà. Après, on avait une possibilité également aussi, c'est-à-dire que si on retrouvait du boulot, de pouvoir recharger ses droits au chômage. D'accord? Donc c'était 1 mois de travail, hop, ça rechargeait d'autant. Ben maintenant, non. Il faut 6 mois de travail pour pouvoir commencer à recharger. Bon, voilà, c'est pareil, ça exclut encore du monde. Et ça, bon, je veux dire, on ne peut pas l'accepter. À cette période où on dit qu'il faut faire des efforts, qu'il y a une crise, que tout va mal, c'est évident. Je veux dire, alors, évidemment, ce n'est pas que le gouvernement qui est responsable de tout non plus là-dessus, mais parce qu'il y a le sanitaire qui joue, mais quand même, je suis désolé, le gouvernement profite en fait de cette situation, quand même. Et là, donc, voilà. Alors, ça, c'est un point, si vous voulez, donc au niveau du chômage, mais au niveau départemental. On parle du RSA. Alors, le RSA, désolé, on trouve que ça coûte cher. Ah oui, mais bon, qui est-ce qui a mis les gens dans ces situations-là? C'est quand même pas les gens qui ont décidé à la naissance, qui ne trouveraient pas de boulot. Je veux dire, c'est ceux qui licencient qui sont responsables des situations. C'est la vie aussi qui fait que des fois les gens se retrouvent en difficulté pour X raisons et qui même que c'est difficile de s'insérer dans une société qui fait la place, qui veulent des gens immédiatement actifs et ainsi de suite. C'est pas toujours simple. Et bien là, le RSA, alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de contrôles et ça devient extrêmement dur. Il y a je l'appelle le tribunal, mais ce n'est pas un tribunal, il y a une commission RSA qui existe, qui se réunit assez régulièrement, quasiment 1 fois par mois à peu près. Bon, moi, des fois, je vais défendre des gens dans ces commissions RSA. Et là, en fait, les gens, quand ils viennent, ils sont auditionnés et on leur reproche de ne pas avoir respecté leur contrat, entre guillemets, contrat. Et ils risquent en fait de suppression, d'abord dans un premier temps de baisse de 30 à 40% du RSA, qui est déjà extrêmement faible, d'accord, mais également aussi, au pire, de suppression totale du RSA. C'est-à-dire, bon, au départ, on s'était battu au moment du RMI, pour le I, c'était l'insertion. L'insertion, c'est pas forcément par un travail. L'insertion, ça peut être par un chauffage dans une maison, pour voilà, faciliter que les gens puissent avoir le goût de vivre et donc de travailler et d'être disponible pour ça. Là, on n'en est plus là, en fait. Là, le conseil, c'est allez faire n'importe quoi. Vous avez des projets, des choses comme ça? Non, allez faire n'importe quoi. Alors, les artistes, j'ai souvent, en fait, eu à défendre des intermittents ou des gens qui étaient en recherche d'intermittence et qui avaient le RSA. Je veux dire, alors là, les artistes, c'est pas de l'économie, ça, c'est pas de l'économie. Allez plutôt, je ne vais pas citer mais les grandes chaînes alimentaires, là, avec les croissants, là, vous voyez, un peu, un truc comme ça, allez bosser là. Où c'est, où on sait très bien comment sont payés les gens, comment sont traités les gens à l'intérieur de ça. Mais c'est conseillé. Et donc, les gens se retrouvent devant cette commission, que j'appelle tribunal, c'est une véritable inquisition. Je vous conseille un article qui est paru sur rue 89 Alsace, sur les façons dont on contrôle
les gens au RSA en Alsace. C'est atroce. Mais, je veux dire, la loi le permet. Et aujourd'hui, eh ben, dans le département, maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de commissions. Et de plus en plus, là, c'est l'affaire 2, là, que je vais assister. Et c'est, on se retrouve seul, position, face à 4-5 personnes qui sont les accusateurs, en fait. Et c'est extrêmement dur, en fait, de supporter ça. Donc, surtout, en tous les cas, déjà, premier conseil, si vous entendez quelqu'un qui doit passer devant ça, les personnes ont le droit d'être accompagnées, donc allez, il faut accompagner les personnes. Au moins, ils se sentiront un peu plus à l'aise. Et puis, au moins, ça calme un peu. Parce que là, c'est vraiment, ça titille. On sent qu'il y a des personnes, là, on dirait qu'ils prennent du plaisir. Hein. Pour moi, c'est le tribunal de l'Inquisition. C'est les Torquemada en puissance, là, qui sont là, autour d'une table. Et je trouve ça particulièrement grave. Et quand on regarde le dernier numéro de Bretagne, de Côte d'Armor magazine du département, quand on regarde la page du budget, enfin tout ça, et qu'on s'aperçoit dedans le social, et notamment le RSA et tout ce qui va avec, la part est quand même importante évidemment, mais faible par rapport à d'autres choses, et qu'on lit ce qu'il y a derrière entre les lignes, on s'aperçoit qu'il y a des menaces là en fait, des menaces sur... on va peut-être bientôt essayer de tenter de forcer des gens à accepter des travaux en échange du RSA. Je veux dire, vous voyez ce qui a été interdit quand même pendant un moment, a été interdit pendant un moment, et donc on va dire bien sûr sur la base de volontaires, mais quand vous êtes seul face à une administration comme ça, je veux dire, les gens ont peur, mais c'est normal, je veux dire, ils vont accepter en fait n'importe quoi. Ça, évidemment, ça c'est le gros risque. Alors évidemment, le Conseil d'État a dit qu'il ne faut pas que ça soit concurrentiel, hein, l'économie, mais je veux dire, mais tout est concurrentiel à ce moment-là. Enfin là, je pense qu'on va avoir du travail, et nous, en tous les cas, on s'engage à chaque fois à aller au tribunal et dénoncer à chaque fois ces pratiques. Donc on espère que le département va réfléchir à ça et ne pas s'engager en tous les cas sur ces points. Voilà, moi je ne parlerai pas évidemment des intermittents parce que d'abord je ne suis pas un, et puis il y a des gens qui étaient là beaucoup plus spécialisés que moi. Et par contre, je voudrais passer la parole aussi à notre branche de l'AC, qui est le collectif de soutien et sans-papiers. Et donc j'appelle Chantal parce que là aussi, actuellement, on croit, certains pensent croire que les migrants ont plein de droits qui sont développés et tout. Bah oui. Mais actuellement, je suis désolé, c'est 18 gamins qui vont se retrouver à la rue par les politiques départementales et notamment par une association qui a vocation sociale, paraît-il, enfin, c'est ce qu'ils disent en tous les cas. Ça s'appelle l'AMICEP dans le coin, et voilà, c'est eux. Alors je ne critique pas évidemment le personnel de l'AMICEP, mais c'est évidemment ceux qui décident au-dessus et qui obligent les gens à faire ça. Et on va voir, là, on a plein de familles avec plein de gens qui vont être à la rue. Voilà, si on ne fait rien évidemment. Voilà. Merci d'être là. Je vais vous parler justement de ces familles et puis des célibataires aussi. Il y a une famille tchétchène, 6 enfants, mis à la porte prochainement par la MICEP. Une famille venue d'Azerbaïdjan avec 3 enfants, un au lycée, un au collège, un en primaire, rejetée de sa demande d'asile, sera mise à la porte de son logement ce lundi par la MICEP. La mairie de Tréverdun a proposé une solution provisoire pour 3 mois. Cette famille est arrivée en France en octobre 2016. Donc les enfants sont scolarisés depuis 4 ans et demi. Ils ont été ballotés comme d'habitude. L'OFI les envoie une fois dans un département. Une fois qu'ils sont bien installés depuis un an, 2 ans, que les enfants sont scolarisés, on les change de département. Donc les enfants, ils arrivent en cours d'année scolaire. Ils sont obligés de changer, quand ils sont au lycée, des fois de changer de formation parce que c'est pas, s'il n'y a pas au lycée de Lannion. Donc voilà, ils recommencent une formation, ils recommencent. Donc, pour eux, c'est très difficile de s'intégrer dans ces cas-là. On a aussi, donc, ils vont être mis à la porte par la MICEP. On a aussi une jeune femme soudanaise avec un enfant handicapé.
une fois de plus, quelqu'un qui est débouté. Elle sera mise à la rue le 31 mars, et encore une fois, c'est la MICEP. Il y a une famille qui est logée à Plouneve-Mouedek. Elle vient du Bangladesh, 3 enfants, 15 mois, 4 ans, 7 ans, scolarisés depuis 2018, mis à la rue à la fin du mois par la MICEP. Une femme angolaise, avec 3 enfants scolarisés, logée à Rosrona, en instance de mise à la porte par la MICEP. De nombreux célibataires, je ne vais pas vous donner tous leurs noms, mais il y en a plein, et on peut dire qu'il y en a peut-être sur la Lyon, au moins une quinzaine, rien que sur la Lyon, qui sont à la porte, qui sont logés, soit par des associations, par des particuliers pendant quelques jours. C'est très difficile pour eux d'avoir une vie et de continuer. En plus, tous ces gens-là ne sont pas protégés par la loi sur la trêve hivernale, et ni même par la pandémie. Ils peuvent être expulsés n'importe quand. La loi ne marche pas pour eux. Donc aujourd'hui, une vingtaine d'enfants vivent dans l'incertitude sans savoir où ils vont dormir la semaine prochaine. Nombre d'entre eux ont des problèmes psychologiques. Ils devraient avoir des soins. Ils ne les ont pas tous, bien qu'à l'hôpital, ils soient quand même assez ouverts pour ces choses-là. Et nous pensons qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, qui ne viennent pas nous voir. Tous ces étrangers sont donc gérés, entre guillemets, par des soi-disant associations sociales qui passent des contrats avec l'État. Elles se targuent, si vous allez voir sur Internet, elles disent « favoriser l'expérience de la solidarité entre bénévoles, salariés et bénéficiaires ». Enfin, un peu plus bas, c'est marqué « elles se doivent de répondre aux politiques publiques ». Et là, elles sont très fortes. Elles expulsent à tour de bras. Cela nous révolte, mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup d'associations autour de nous. Il y a Jamais sans toi dans le Trégor, il y a Habitat Humanis, mais il y a les Restos du Cœur, il y a plein d'associations qui sont là et qui aident tous ces gens-là. Ces familles, en fait, ces célibataires, ça ne doit pas être des êtres humains, ils ne doivent pas être comme nous, puisqu'ils n'ont pas les mêmes droits et pas les mêmes protections que les autres. La précarité des réfugiés est de plus en plus flagrante. La loi du 18 septembre 2018, dite loi Colomb, n'a fait qu'amplifier les lois précédentes dans la négation des droits humains pour tous les réfugiés étrangers. Depuis son application en janvier 2019, le sort des personnes étrangères est de plus en plus dramatique. Cette loi contrôle la procédure d'asile en raccourcissant les délais. Ça ressemble comme pour les intermittents. Cette loi renvoie plus facilement les déboutés du droit d'asile. Pour la santé, il faut maintenant attendre 3 mois de présence sur le territoire pour pouvoir se faire soigner. Et puis un grand problème, c'est la dématérialisation des demandes de rendez-vous et maintenant de tout ce qui est démarche administrative qui impose aux étrangers d'avoir un accès à Internet. C'est facile quand vous êtes à la rue. Alors que tout service public se doit de proposer d'autres voies. Les arcanes administratives et la complicité des procédures existantes mettent ces étrangers en grande difficulté. Le déplacement des réfugiés d'un département à l'autre nuit à leur intégration. C'est un choix délibéré d'un gouvernement qui impose une politique d'extrême droite. Mettre des mois, voire des années à répondre, et des années à répondre aux demandes de titre de séjour enfonce toutes ces personnes dans la misère, la précarité et l'exploitation par des marchands de sommeil et des entreprises de travail. Il y a des marchands de sommeil à la Lyon. Ces femmes, hommes et enfants veulent simplement vivre dans ce pays en paix. Merci à Chantal, évidemment. Donc là, pour nous, c'est un peu clos, donc on va passer la parole aux gens qui ont des choses à dire, des témoignages ou autres. Et voilà. Pour vous parler au niveau des inégalités, sur la continuité de la journée du 8 mars, qui ne doit pas être la seule journée, on vous invite à une visioconférence débat inégalité salariale et précarité des femmes par Rachel Silvera le mardi 23 mars de 17h30 à 19h30. Ça se passe du coup de manière dématérialisée avec inscription au niveau de la Maison des Femmes. Donc
Donc s'inscrire au niveau maisondesfemmes22@gmail.com. Donc c'est le mardi 23 mars de 17h30 à 19h30. Merci. Bien, je suppose que des intermittents vous avez peut-être aussi annoncé le programme qui va venir. Oui, je vois que ça. Bonjour, je représente l'association Jamais sans toi en Trégor. Jamais sans toi en Trégor accueille aujourd'hui environ 21 personnes sur le secteur de l'Agnon, essentiellement par le biais de propriétaires solidaires. Il ne se passe plus une semaine, comme l'a dit Chantal, sans que des jeunes, des familles entières soient mises à la rue ou privées de tout moyen de subsistance. Les enfants peuvent aller à l'école, mais quand vous n'avez plus de toit, plus aucune ressource et pas le droit de travailler, comment fait-on? En regardant cela de loin, en laissant faire, ne nous rendons-nous pas coupables de non-assistance à personne en danger? Aujourd'hui, l'aide apportée à ces personnes ne repose que sur les bonnes volontés, les collectifs, les citoyens solidaires et les associations comme Jamais sans toi et d'autres. Mescage également qui accueille les mineurs isolés sur le secteur. Partout en France, des collectifs se mobilisent contre cette précarité institutionnelle. Cela ne suffit pas. Il faut une véritable politique d'accueil. Cette politique doit être menée par tous, citoyens, associations et élus de toutes les communes de l'agglomération, en mettant par exemple un logement à disposition des familles. Je citerai l'exemple de la ville de Saint-Brieuc qui aujourd'hui se mobilise avec les associations bailleurs sociaux pour trouver des hébergements. Pour que demain, personne ne dorme dehors. Ainsi, Terre et Baie a mis à disposition des associations tout un immeuble dans le centre de Saint-Brieuc. Aujourd'hui en Bretagne, 350 000 logements sont vides. La précarité n'est pas une fatalité, c'est nous qui la créons, eux plutôt. Nous devons aujourd'hui de tous réagir afin que personne ne se retrouve sans toit et puisse vivre sereinement et dignement au pays dit des droits de l'homme, en respectant les droits fondamentaux de chaque personne. Juste, on recherche une machine à laver le linge. Si quelqu'un en a, ça peut faire signe tout de suite. Pour clôturer cette séance, on a par la suite aujourd'hui des actions qui vont se continuer. Donc si vous voulez rester, il va y avoir encore des activités culturelles, de la musique, des contes aujourd'hui. Donc ce sera dans un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'on se remette en place. Mais par la suite, tous les jours, il va y avoir encore des choses qui vont se passer. Demain, vous aurez des majorettes, vous aurez de la capoeira, de la musique. N'hésitez pas à passer tous les jours, faire un petit coucou, venir boire un café, déposer un gâteau, des œufs, tout ce que vous voulez pour participer. Et voilà, la lutte continue et pour tous les précaires. Merci d'être venus tous aujourd'hui. Ouais, du coup, il arrive.